Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve non pas pour parler NBA, mais pour parler de la WNBA. Et oui, la saison 2025 va reprendre là en fin de semaine et on est de retour pour parler de la Ligue féminine américaine de basket. La saison 2 des escrocs, et oui, vous l'attendiez, elle est de retour. Et évidemment, pour m'accompagner, ils sont là. Je vous les présente au cas où vous ayez peut-être oublié, sait-on jamais. Elliot et Tom sont parmi nous et ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour messieurs. Bonjour Chris, ça fait effectivement plaisir de se retrouver après même 6 mois là je pense, Ouais, depuis les finales WNBA. La saison va reprendre tranquillement et c'est notre retour. Ouais, c'est clair, ça fait plaisir de vous retrouver les gars. Moi, personnellement, pour ma première saison WNBA, j'ai été gâté la saison passée quand même. On est en road to back, comme on dit, hein. Mais c'est bien cool de vous retrouver pour parler de cette ligue qui est quand même là, si ce n'est l'une, si ce n'est la plus compétitive sur le circuit basket. Donc, et autant vous dire hein, qu'on est parti sur une saison qui s'annonce plutôt sympa. Ouais. C'est clair. Si vous avez accroché le wagon l'année dernière avec nous, peut-être, sait-on jamais. Il y a eu pas mal d'autres comptes FR ou de médias francophones qui se sont lancés autour de l'année 1 de Caitlin Clark l'année dernière. On avait une belle saison, on a vu de très beaux playoffs, de très belles finales. Et c'est vrai que là, la saison 2, en tout cas pour nous, la saison 2025, surtout, s'annonce plutôt prometteuse. Donc, on va revenir un petit peu comme l'année dernière avec un épisode hebdomadaire avec mes acolytes, avec Tom et Elliot, et des invités parfois pour parler évidemment de cette nouvelle saison WNBA, avec un épisode un petit peu particulier cette semaine, messieurs, où on va aborder différents points pour essayer de vendre, s'il y a besoin, cette saison. Ouais, on va planter le contexte, les choses à suivre, les choses qu'on va regarder, les choses qu'il faut regarder, les choses qu'on peut regarder, enfin bref, toutes les choses intéressantes que cette ligue va nous proposer sur cette saison 2025. Carrément. On a sélectionné 6 choses à suivre. Alors, il y en a certainement d'autres, évidemment. Bien sûr. Mais on a décidé de faire ce petit choix, évidemment, pour cet épisode particulier. Vous retrouverez ensuite, à partir de la semaine prochaine, une trame un petit peu plus habituelle qu'on vous présentera donc la semaine prochaine, avec quelques petites nouveautés qu'on aura disséminées ici et là, après un brainstorming très long entre Tom, Elliot et moi, il y a une journée de ça, à peu près. Exactement. Allez, on se met direct dans le bain. C'est ça. Bon, on va attaquer. On rappelle juste quand même, si vous voulez vous lancer dans cette saison 2025 avec nous, donc vous êtes sur le podcast et vous avez raison, mais vous avez également les articles preview sur le site The Playoff. Elliot, je te laisse la main 30 secondes dessus, vu que c'est toi qui gères tout ça de main de maître depuis quelques jours maintenant. Exactement, depuis le 4 mai et jusqu'à vendredi, il y avait 13 équipes. J'ai fait une preview par jour, donc une preview par équipe, avec les mouvements de l'intersaison, quelles joueuses les équipes ont sélectionné à la draft, s'il y a eu des mouvements majeurs au niveau du coaching staff. On sait qu'il y a 8 équipes qui ont changé de coach, donc c'est un nombre assez conséquent. Et puis les joueuses à suivre et aussi à chaque fois un petit point si on a des Françaises dans l'effectif. Cette année, on va normalement en avoir pas mal disséminées un peu partout dans la ligue. Et voilà, et puis là on commence à arriver dans les équipes qui jouent le titre. Las Vegas a été publié aujourd'hui et le Fever hier. Ok, bon, très bien. Donc le parfait complément de cet épisode pour vous mettre dans le bain avant la saison qui commence. C'est ce week-end, non? C'est ça, vendredi ou samedi Dans la nuit de vendredi à samedi, ouais. Et ben voilà, c'est parfait. On va attaquer, si vous voulez, avec notre premier point et on va laisser la parole à Tom, si tu veux bien, Ouais. sur la première chose que toi, tu voulais aborder avec tous les gens qui nous écoutent dans ce premier épisode de la WNBA saison 2025. Carrément. Et puis, pas des moindres points. L'année dernière, si vous aviez entendu parler d'une certaine Caitlin Clark qui avait rejoint la WNBA, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté d'une certaine Paige Bueckers cette saison. Je vais vous faire une présentation rapide de Paige. J'ai eu l'opportunité et la chance, moi, d'échanger avec Ghislain depuis des semaines, voire des mois, sur le profil de Paige Bueckers, qui est, bon, on va poser les termes tout de suite, hein, qui est d'ores et déjà l'une des joueuses
projetée comme potentiellement l'une des plus grandes joueuses all-time, alors qu'elle n'a même pas foutu les pieds sur un parquet WNBA, sur un match officiel. Présentation de Paige Bueckers. Aujourd'hui, c'est une joueuse de 23 ans qui est née en octobre 2001. C'est une meneuse d'1m80. Globalement, pour vous faire une présentation rapide, on est sur un leadership hors norme, de la passe, de la défense, une scoreuse, bref, une joueuse complète, vraiment un phénomène de foire, qui a été draftée du coup numéro 1 par les Dallas Wings lors de la draft il y a quelques semaines. Elle a eu un circuit universitaire assez long à UConn. Elle y est restée entre 2020 et 2025. Et puis, je vais vous faire une présentation rapide des nombreux records qu'elle a établis là-bas parce qu'on est sur quelque chose d'assez historique. Lors de sa première saison en université, elle rafle, si je ne dis pas de bêtises, 4 trophées individuels. Le Wooden Award, le Naismith Trophy, le AP Player of the Year et le USBWA Player of the Year. Record pour une joueuse rookie à l'époque. Elle a eu ensuite 2 saisons un peu plus compliquées, dont la saison 2023 qui a été complètement out parce qu'elle se fait les ligaments croisés. Et au final, elle termine sa dernière saison universitaire cette année en remportant le Final Four, le trophée qui lui manquait en tant que joueuse universitaire. Elle aurait pu se présenter déjà l'année dernière à la draft, mais elle a préféré retourner à UConn pour obtenir le Graal. Statistiquement, sur sa carrière universitaire, c'est presque 20 points de moyenne, 2439 points à UConn, troisième meilleure scoreuse de l'histoire de UConn, 42% de réussite à 3 points, plus de 560 passes décisives sur sa carrière universitaire et 3 fois joueuse de l'année Biggest. Bon, voilà, je pense que le cadre est posé sur la carrière universitaire. C'est aussi la première joueuse à avoir une signature shoes chez Nike en tant que joueuse universitaire, la GT Hustle 3. Enfin, bref, ça, c'est une Player Edition. Une Player Edition, ouais, complètement. Enfin, bref. On est sur des bases all-time. On est vraiment sur une joueuse déjà historique, même si elle n'a pas encore foulé les parquets de la WNBA. Au niveau de ses sélections dans les équipes jeunes américaines, il y a aussi quelques trophées en U17, U18 et U19, des Coupes du Monde, des trophées de MVP de Coupe du Monde junior, une médaille d'or aussi aux Jeux Olympiques chez les jeunes en 2018. Enfin bref, elle a déjà un palmarès long comme le bras alors qu'elle n'a que 23 ans. Et là, on va rentrer un petit peu dans les projections de la saison à venir. Donc, comme je vous l'ai dit, numéro 1 de la draft, sélectionné par les Dallas Wings. Après une saison calamiteuse pour les Wings, je pense que le projet est assez bien et rondement mené pour la suite. Après aussi le trade de Dijon et Carrington pour avoir, entre guillemets, un backcourt élite défensif et une playmakeuse élite avec Paige Bueckers. Ces 2 premiers matchs de pré-saison, elle a pu se mettre dans le bain. Premier match contre Vegas, dont on reparlera sûrement dans ce podcast, avec 10 points, 4 rebonds, une passe, histoire vraiment de rentrer dans la cour des grands. Et un deuxième match où elle termine avec 15 points, 5 rebonds, 6 passes contre Ante Lopez, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas si je le prononce bien. Mais bref, elle est montée aussi petit à petit en rang. Qu'est-ce qu'on en attend globalement de cette première saison de Paige Bueckers ? Je pense que la gestion des minutes sera bien meilleure que celle de Caitlin Clark l'année dernière au Fever, qui avait été plus qu'usée suite à sa saison universitaire et qui avait eu du mal à se mettre dedans. Là, je pense que la gestion de Paige Bueckers sera bien meilleure. Moi, personnellement, et je vous donne la main après les gars, sans lui mettre de pression ou quoi que ce soit, je pense qu'on est face à quelque chose qu'on a rarement vu, que ce soit sur le circuit féminin ou même masculin, globalement dans le sport. On est sur une potentielle légende de ce sport. Elle sait tout faire sur le terrain. Elle sait tout faire. Vous pouvez tomber sur des vidéos d'échauffement où elle shoot du milieu du terrain, des skills défensifs ou même où elle défend au poste. C'est impressionnant. Un QI basket hors norme, des capacités de shooting extérieur et de pénétration, un QI basket élite à la passe. Enfin bref, on est vraiment sur quelque chose qu'on a rarement vu. Si vous avez eu l'occasion de regarder les previews de nos confrères WNBA,
elle est déjà projetée comme dans les 3, 4, 5 prochaines années comme l'une des peut-être meilleures meneuses all-time de la WNBA en projection. Donc voilà, au niveau de Dallas, ce sera un peu plus compliqué parce que c'est un effectif qui est plutôt en reconstruction avec Arike Ogumbowale qui avait fait une grosse saison l'année dernière, deuxième 5 All NBA si je dis pas de bêtises, qui avait sorti une grosse saison. Donc on va voir en termes d'adaptation ce que ça donne. Le recrutement de Dijon Carrington, on en a parlé. Vous, globalement, je ne sais pas si vous avez pu voir certaines vidéos, certaines images de la saison de Page. Qu'est-ce que vous en attendez globalement, les gars? C'est sûr, déjà on la voyait à Yukon, puis même, tu l'as dit, on sait que Yukon, ça forme des grands talents. Brianna Stewart, Tiffany Hayes récemment, Maya Moore, même quelques Françaises, hein, Lou Lopez Sénéchal qui est passée par là, qui a pris vraiment un cap énorme quand elle est passée à Yukon. C'est un prospect de dingue, c'est une joueuse qui peut prétendre à vraiment une grande carrière. Sue Bird notamment est passée par Yukon et a eu un succès fou sur le poste de meneuse de jeu. Mais là, on est en face de quelque chose. On aura sûrement un duel avec Caitlin Clark dans les années à venir en WNBA. Et du côté de Team USA, ce ne sera pas un duel, mais ce sera plutôt un duo. Et ça, faudra surveiller de très très près, même dès 2028, avec Caitlin Clark plus Paige Bueckers sur le backcourt. Ça pourrait envoyer du lourd. Moi, j'ai pas nécessairement grand-chose à rajouter parce que Tom a été très exhaustif sur le sujet. Mais non, mais il faut qu'on reprenne les bases, évidemment. Non. Mais c'est clair qu'on a l'air d'avoir, comme tu l'as dit, un talent générationnel. Alors après, je vais pas faire l'avocat du diable, mais on le sort un peu trop facilement, je trouve, ce langage-là, tu vois, autant chez les hommes que chez les femmes. Je suis pas en train de dire que ça n'en est pas un, tout ça. J'attends de voir, moi, en fait, je ne veux pas aller dire que j'ai vu quelque chose que je n'ai pas vu. J'ai pas regardé son parcours universitaire. En tout cas, j'ai pas vu des matchs d'elle en université. La pré-saison, c'est pas quelque chose qui me hype davantage. Donc, moi, je vais vraiment la découvrir sur les matchs de saison régulière et sur son année 1 en WNBA. Je ne doute pas de tout ce que Tom a dit et de tout ce que les gens peuvent dire autour d'elle, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs. Mais non, je suis très curieux de voir et en tout cas, il y a une vraie hype autour de cette personne-là. Elle passe après Caitlin aussi, qui avait déjà eu une hype énorme l'année dernière. On va en reparler dans quelques minutes. Donc, il va très certainement y avoir des histoires de comparaison, de machin, de tout ce que vous voulez, parce que la WNBA aussi devient une ligue de plus en plus médiatisée. Donc, voilà. Moi, je suis dans l'attente d'observer. Je pars avec un a priori très positif, évidemment, mais j'attends de voir sur le terrain et de voir comment ça va se passer, tout en sachant que l'acclimatation, au début, n'est pas évident, que ce soit pour elle ou même pour tous les rookies ou toutes les joueuses et tous les joueurs qui rentrent dans une ligue professionnelle. On sait que il y a toujours une phase d'adaptation, donc c'est pas au bout de 2 matchs qu'on va aller commencer à la tacler ou être dans une comment dire ça, dans un positivisme exacerbé si elle claque des performances. On va observer. Mais hâte de voir ça en tout cas, autour de cette équipe qui aura bien besoin, vu la saison dernière, d'aller glaner quelques victoires et quelques succès, en tout cas d'avoir un petit peu plus de lumière sur la franchise. Mais qui pourrait aussi essayer de ne pas monter trop vite et pour pouvoir avoir quelque chose d'intéressant en 2026. Parce que c'est vrai que tu as quand même un effectif qui est plutôt correct autour. Toi, c'est pas genre, il y a juste elle, le nouveau talent, et après des bras cassés, entre guillemets, tu vois. Tu as quand même des joueurs, il y a eu des arrivées. Mais après, de toute façon, c'est un des effectifs qui va progresser et qui joue pas du tout le titre maintenant et qui veut juste poser les bases autour de Paige et construire un projet vraiment long terme. Ouais, non, clairement, c'est ça. Avec Dijon Carrington à côté qui est encore toute jeune et qui a un gros potentiel défensif et il y a de quoi développer. Et comme tu le disais, Elliott, il faudra voir
franchement, je pense rendez-vous là à la draft prochaine pour continuer à embellir cet effectif. Et là, cette année, oui, si elles se battent pour les playoffs, c'est magnifique. Si elles ne les font pas, c'est absolument pas grave. C'est ça. Tout à fait. Mais ce sera certainement pas une des équipes. Elles seront pas dans le haut du tableau, mais elles seront certainement pas non plus tout en bas. C'est ça. Voilà. Bon, bah très bien. On va suivre ça avec grande attention, évidemment. Elliot, on va enchaîner. On va enchaîner. Bah, on va parler un petit peu de Clark. On l'a à peine abordé là, mais voilà, on en avait fait beaucoup l'année dernière, à juste titre. Et c'est vrai que là, on attend de voir dans son année 2 comment tout ça va se passer. Donc, on te laisse enchaîner sur Caitlin. Oui, et Caitlin, et plus généralement le Fever, puisque la question qu'on va se poser, entre guillemets, c'est est-ce que le Fever est déjà prétendant au titre? Le Fever était l'an passé de retour en playoff pour la première fois après 8 saisons d'absence. Et le Fever a tout fait cette intersaison pour vraiment construire un supporting cast solide autour de Caitlin. Donc on a l'arrivée de joueuses vraiment d'expérience, notamment Dewana Bonner, double championne WNBA, Natasha Howard, triple championne WNBA, qui sont des joueuses du front court, poste 3-4, qui vont pouvoir prendre déjà des minutes dans le 5 à mon avis. Et sur le back court, il y a aussi de l'expérience qui arrive. Indiana a récupéré Sydney Colson, la meneuse des Aces, très énergique et qui est double championne WNBA. Et Sophie Cunningham sur le poste 2-3, qui sort de 6 saisons avec Phoenix. Au niveau des départs, il n'y a pas vraiment de départ majeur. Juste Nalissa Smith qui part du côté de Dallas justement. Et Cathy Lou Samuelson qui est partie à Seattle se faire les croisés au training camp, malheureusement. Caitlin Clark a été évidemment rookie de l'année la saison passée, avec des moyennes de 19 points, 8 passes et presque 6 rebonds. C'est la première rookie de l'histoire à enregistrer un triple-double. Le record pour le plus grand nombre de points et de tirs à 3 points réussis par une rookie en une saison. Bref, je ne vais pas continuer avec tous les records qu'elle a battus l'an passé. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que elle n'avait pas été sélectionnée dans la Team USA pour les JO, ce qui lui avait permis de se reposer et de revenir encore plus fort après le break olympique et vraiment prendre une dimension vraiment folle au niveau du volume, du playmaking. Et parce qu'elle avait enchaîné sa saison NCAA et le début de sa saison WNBA d'une traite, ce qui avait dû quand même à la fin tirer un peu sur les jambes. Ce qu'il faut noter surtout au Fever, c'est le retour de Stephanie White au poste de coach, qui était déjà finaliste en 2015 avec Indiana, qui ensuite est partie en NCAA puis à Connecticut, où elle a été élue coach de l'année en 2023. Ça, c'est une coach d'expérience, une coach qui est réputée comme une des meilleures sur les bancs de WNBA. Et elle a clairement affiché l'objectif. Elle a dit j'ai hâte de travailler chaque jour pour offrir un nouveau titre WNBA aux plus grands fans de basket du monde. Donc elle se fait des amis à Indianapolis au Gainbridge Fieldhouse, qui est donc selon elle la salle la plus emblématique du basket. On va la laisser avec son avis, tu vois. Voilà, c'est ça. Et donc le Fever, avec les ajouts des rotations sur le front court, le back court, va pouvoir notamment faire souffler Caitlin Clark, parce que on a vu qu'elle jouait parfois vraiment beaucoup de minutes et qu'elle était un peu crame à la fin des matchs. Là, ça va pouvoir... Indiana a gagné en profondeur. C'est vraiment l'ajout majeur de cette intersaison, c'est la profondeur de l'effectif. Et on peut les imaginer dans un top 4 au classement. Et après, possiblement en play-off. Je ne sais pas si dès la saison prochaine, elles peuvent avoir l'expérience en tant que groupe pour pouvoir faire quelque chose en play-off. Mais en tout cas, elles seront, à mon avis, tête de série. Ok. Tom, t'en penses quoi un petit peu de cette équipe du Fever qui l'année dernière avait été en play-off, éliminée au premier tour, qui avait eu un bilan équilibré, 20-20. Ouais. Tu les vois progresser.
à l'image de Clark qui va aussi du coup prendre de l'expérience, ou comment tu t'analyses un peu ça de ce que tu as pu un petit peu observer? Ouais, moi j'en fais clairement une de mes têtes d'affiche, Stanley Fever. Tu avais déjà un effectif à fort potentiel l'année dernière quand Caitlin Clark est arrivée. Elles font une belle saison. Elliott en a très bien parlé. La deuxième partie de saison de Kate est quand même magnifique. L'effectif a largement été renforcé. Euh, on a ajouté à ce jeune potentiel des joueuses expérimentées. Donc oui, là clairement, je pense que l'objectif c'est minimum de la demi-finale. Donc je les attends pas en dessous de ça. Ok. Ce qui est intéressant, ce que tu as dit, Elliot, c'est l'effectif qui semble davantage complet, une vraie profondeur, et on sait que le rythme de la WNBA est intense. Tu le disais, et puis Tom, il y a l'ajout de match aussi, 44 au lieu de 40 la saison passée. C'est ça, tu as une franchise qui arrive, donc du coup ça rajoute des matchs. Tom, tu le disais en introduction, c'est la ligue, une des ligues les plus compétitives d'un point de vue sportif, tout sport confondu. Et c'est vrai que tu as besoin de tous les soirs d'avoir les joueuses sur le terrain, sur le parquet, présentes avec une profondeur d'effectif. Pour certaines équipes, ce sera peut-être un petit peu moins le cas, on en parlera. Ou pas, mais en tout cas, pour cette équipe du Fever, je trouve que le management a bien bossé pour l'année 2 de Clark. Donc maintenant, il faut que ça clique. Et évidemment, tout ça, on le verra au fur et à mesure. Mais c'est important aussi, Elliot, ce que tu as dit autour de l'arrivée du retour, même pas vraiment en arrivée, du retour de Stephanie White, qui a bien connu cette équipe du Fever là. Donc ouais, plutôt hypé, plutôt intéressant de voir tout ça. Et je pense que ça va être un vrai poil à gratter, déjà sur la saison régulière, dans des gros matchs qui seront en antenne nationale aussi. Ouais. Ils en ont, il me semble, 40 des 44 du Fever qui sont en antenne nationale. C'est ça. Donc je pense que ça va être très très intéressant à suivre. Et non, je vous rejoins. C'est une équipe qu'on va suivre évidemment avec un œil très très affûté, on va dire ça comme ça. Mais ouais, une équipe qui peut se permettre d'avoir de belles ambitions pour cette saison à venir. Donc on va observer tout ça évidemment. Je vais garder la main si vous voulez, les gars. Yes. Et on va enchaîner parce que on a quand même encore pas mal de petites choses à aborder. Et c'est vrai que, on en disait tout à l'heure, la WNBA, pour nous, c'est la saison 2. On est rentré les dernières via la hype autour de Clark. Mais aussi parce que c'est une ligue qui s'internationalise de plus en plus. Et nous, petits francophones que nous sommes, eh ben, on est bien contents parce que cette année, il y a quand même pas mal de Françaises qui arrivent, ou en tout cas qui vont fouler, on espère, le plus longtemps possible, les parquets WNBA. Alors, il y a eu des infos qui sont sorties en plus autour de certaines joueuses de l'équipe de France. Là, c'était donc nous, on tourne lundi après-midi. C'est sorti dimanche autour du forfait de Gabby Williams pour les échéances avec l'équipe nationale. Bon, ça, on sait que malheureusement, c'est des choses qui vont arriver et soit il y a un changement dans les calendriers autour des fédérations, soit on aura. Chris nous a quittés. Chris nous a quittés sur le retour de Dominique Malonga, donc vas-y Chris, reprends la main. Ouais, excusez-moi, il y a eu une petite coupure. Donc je vous disais, Gabby Williams qui a déclaré forfait pour l'échéance avec l'équipe de France, Dominique Malonga qui a enchaîné derrière. Je pense qu'il y aura d'autres noms qui vont s'enchaîner, mais on a pas mal de Françaises qui vont être là cette année. Donc là, les deux que je vous ai cités du côté de Seattle. Pour les Valkyries, on a un contingent intéressant quand même. On en parlera tout à l'heure. On a Carla Leite. Je sais que toi, Elliot, tu as eu l'occasion de voir. Oh bah voilà, pardon. Je savais que tu allais me reprendre, j'étais pas sûr. Tu as eu l'occasion de pouvoir échanger avec elle, d'avoir une interview que vous retrouvez sur YouTube. Donc tu pourras nous en parler. On a Janelle Salin aussi du côté des Valkyries. Minia Touré aussi, si je dis pas de bêtises. Vous qui est en contrat training camp. C'est ça. Marine Johannes, ça même peut-être les gens qui n'ont pas suivi la WNBA ont entendu le nom de Marine Johannes du côté de New York, ça parlera à Tom. On a Leila Lacan du côté du Connecticut Sun, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Et Mariam Badiane du côté du Lynx. Je crois que j'ai oublié personne. Il y a Monique Akouamakani qui est franco-camerounaise, qui a la nationalité camerounaise sportivement, mais qui est la joueuse de Charnay qui est à Phoenix, qui n'a pas joué hier soir à cause d'une blessure, mais qui était titulaire sur le premier match de pré-saison. Donc peut-être qu'elle pourra intégrer l'effectif. Ok, bah oui, on espère. Mais en tout cas, voilà un contingent qui est plutôt intéressant, avec des joueuses qui vont avoir des coups à faire.
On peut penser à Gabby Williams avec l'équipe du Storm qui va avoir de vraies responsabilités, qui va très certainement aussi nous montrer de belles choses en saison régulière. En tout cas, c'est ce qu'on attend d'elle. Quel apport pour Dominique Malonga aussi du côté du Storm. On sait que son arrivée à la draft piqué numéro 2, ça a bien parlé outre-Atlantique. Hein. Elle a été invitée aussi, par exemple, d'NBA Extra, chez nos amis de Beansport pour en parler. Donc, il y a aussi une hype qui commence à monter autour de Dominique Malonga. Alors, est-ce qu'elle sera tout de suite dans le 5? Pas sûr, peut-être plutôt en sortie de banc autour de cette équipe du Storm. Mais ça va vraiment être une équipe à suivre et des Françaises qui vont vraiment être intéressantes à observer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, avec à chaque fois des rôles différents, des temps de jeu qui vont varier évidemment d'un effectif à l'autre, mais ça fait plaisir de voir en fait cette génération d'équipes de France. On a beaucoup parlé des hommes et on le voit dans les résultats internationaux, mais il ne faut pas oublier que les femmes aussi, on l'a vu au dernier JO à Paris, il y a de la qualité et c'est vraiment cool à suivre. Ouais, tout à fait. Et puis, vas-y, là, je t'en prie. Il y a certaines joueuses, surtout d'expérience. Je vais prendre l'exemple de Mariam Badian, qui se laissent tenter, entre guillemets, ou qui ont une proposition, peut-être qu'avant qu'elle n'en avait pas, pour faire le pas et jouer un peu en WNBA. Il faut le dire quand même, Marine Johannes, sur les quelques saisons qu'elle a passées au Liberty, a un peu popularisé la WNBA au public français. Et pourquoi pas aux joueuses françaises aussi, qui a donné envie, qui a montré qu'on pouvait réussir en étant française là-bas. C'est une des joueuses qui a fait le plus parler, la joueuse française qui a fait le plus parler d'elle en WNBA. On avait Sandrine Gruda qui avait été championne avec les Sparks juste avant aussi, mais il y a une génération là, ouais, effectivement, comme tu le disais, Carla Leight jeune, Leila Lacan jeune aussi, qui tente de faire briller la France aux États-Unis. C'est ça, clairement. De toute façon, le basket français se porte très bien. Au niveau du temps de jeu, va pas falloir être trop gourmand avec Dominique. C'est une joueuse qui est très jeune, qui arrive dans une équipe qui est déjà bien complète. Moi, je trouve que c'est une très bonne décision de sa part de ne pas aller à l'Euro. C'est triste pour nous en tant que Français, mais elle n'avait pas non plus énormément de temps de jeu lors des JO. C'est ça. Voilà, mais c'est très bien pour elle. Elle montre aussi à sa franchise que le projet pour elle, c'est vraiment de se développer au sein de sa franchise, de continuer à grandir en tant que joueuse. Bon, en termes de taille, je pense que ça va être compliqué de continuer à grandir, mais voilà, c'est une joueuse qui a quand même un énorme potentiel. Les quelques minutes de pré-saison étaient intéressantes. Donc non, on verra. Elle aura pas un énorme temps de jeu, mais moi je me fais pas de doute sur le fait qu'elle réussisse là-bas. Gabby Williams, on est dans la continuité après des JO magnifiques et une très belle fin de saison. Pareil, le fait de ne pas retrouver l'équipe de France pour l'Euro, ça me semble être un choix assez logique pour elle. Et le retour de Marine Johannes au Liberty, qui nous avait quand même pas mal manqué la saison dernière, qui n'a pas été titrée avec le Liberty et qui le sera cette année pour le back-to-back, bien évidemment, à côté de Sabrina Ionescu ou en rotation. Non. On est bien content quand même. Le basket français se porte bien, les amis, quand même. Non, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et c'est typiquement une porte d'entrée pour ceux et celles qui nous écoutent et qui veulent rentrer dans la WNBA. On a tous nos portes d'entrée différentes. Ça peut être une franchise, ça peut être un maillot, mais ça peut être aussi une joueuse. Et si vous avez peut-être suivi ou si vous avez des affinités plutôt avec une joueuse, voilà, rentrer dans la WNBA via Dominique Malonga, Gabby Williams, Marine Johannes, qui vous voulez, franchement, ça peut être cool et ça peut permettre aussi de pouvoir ensuite développer sa culture basket et sa culture WNBA pour cette année 2025. Donc, on vous invite très, très fortement à suivre et nous, en tout cas, on observera toutes ces Françaises qui vont jouer et qui vont évidemment briller, on l'espère, évidemment pour elles toutes. On va enchaîner, messieurs, si vous voulez. Ouais, juste tout petit point, il y a aussi, on l'a pas mentionné, mais Iliana Rupert qui a décidé de faire qui a fait une pause là et qui reviendra normalement qui arrivera en WNBA à Golden State après l'Euro, début juillet. Ouais, très bien. Tu fais bien de rajouter la petite précision, Elliot. On va enchaîner, Tom, et on va parler un petit peu de Las Vegas, les Aces,
qui ont des choses à prouver et qui sont toujours aussi une équipe toujours aussi ambitieuse autour d'A.J. Wilson. Mais voilà, il y a eu quelques petits changements et on les attend un peu au tournant. Des petits changements, des très gros changements du Oui. côté des Aces. Donc l'année dernière, le bilan des Aces, c'est 4e de saison régulière, 27 victoires, 13 défaites et surtout une défaite en demi-finale des playoffs contre le Liberty, 3-1. Malgré un MVP unanime pour A.J. Wilson qui nous tape une saison record avec plus de 1021 points, plus de 450 rebonds, enfin bref. Elle a survolé la saison et elle avait survolé les JO. Becky Hammon est de retour sur le banc avec quelques mouvements cet été. Je vous la fais vite. Le plus gros départ, c'est celui de Kelsey Plum en direction des Los Angeles Sparks. Gros départ quand même à noter du côté des Aces et ce départ a été compensé par l'arrivée de Jewell Loyd en provenance du Storm. Donc des profils assez différents. Jewell Loyd est beaucoup plus complémentaire, me paraît beaucoup plus complémentaire avec le backcourt Chelsea Gray, Jackie Young, surtout sur l'aspect défensif. Là où Kelsey Plum avait tendance à être souvent, entre guillemets, visé. Là, ce sera plus compliqué. C'est aussi une grosse scoreuse qui sera sûrement la deuxième, troisième option de cette équipe au scoring. La grosse difficulté, on va tout de suite rentrer dans le sujet, pour les Aces, ça va être le banc. C'est-à-dire qu'elles se sont quand même séparées de la majorité de leurs joueuses de banc, que ce soit du Kate Martin, du Tiffany Hayes, Alicia Clark, elles sont toutes parties. Il y a eu l'arrivée de Dana Evans et de Mitchell, qui avait fait un bon match. Là, son dernier match de pré-saison a été assez bon, où elle a eu du temps de jeu, la guarde. Donc à voir ce que ça va donner. Mais un effectif court-vêtu. Si on devait faire un parallèle NBA, j'ai envie de dire que ces Las Vegas Aces me font énormément penser aux Denver Nuggets. Tu as un 5 majeur, un 4 majeur élite autour de Chelsea Gray qui avait eu une saison compliquée l'année dernière en retour de blessure, qui n'avait pas fait de prépa, mais qui a fait une très bonne saison, Unreviled. C'est pas Elliot qui va me contredire là-dessus. Tout à fait, MVP des finales. Voilà, elle avait vraiment rassuré sur son état physique. Jackie Young qui avait fait une très belle saison et bien évidemment l'apport de Jewell Loyd à côté de la MVP A.J. Wilson. La question sera plus sur la poste 5, ça devrait être Stokes, mais des rotations devraient être assez vite fait parce que je pense que A.J. Wilson sera plus à l'aise pour jouer sur ce poste 5, notamment pour sa défense de l'arceau qui est quand même assez élite. Donc à voir comment Becky Hammon organisera ses rotations. Donc voilà, on a vraiment une construction autour de 4 joueuses élites. La meilleure joueuse du monde, qui est A.J. Wilson pour le moment. À voir comment Becky Hammon organisera ses rotations. Un banc court vêtu, on l'a dit. Moi, le point clé, ce sera au niveau des blessures. Je pense qu'une blessure de ces 4 joueuses majeures est clairement le projet tombe à l'eau. En revanche, si la santé, entre guillemets, tient le coup, je pense qu'on est sur une revenge saison et peut-être la dernière année de Las Vegas tel que cet effectif est construit. Moi, personnellement, en termes de projection, je les envisage top 4 de cette saison régulière. J'aimerais bien que Becky Hammon puisse, entre guillemets, maintenir un niveau physique et éviter les blessures pour arriver à 100% en playoff. Ça, malheureusement, elle n'aura pas toutes les cartes en main. On sait comment ça se passe. Mais attention à cet esprit revanchard des quand même ancienne double tenante du titre qui avait quand même fait le back-to-back, chose qui n'avait pas été faite depuis un moment. Je suis aussi assez content de voir l'arrivée de Jewell Loyd qui devrait aussi permettre à A.J. Wilson d'avoir un petit peu moins le ballon en main et de la reposer un petit peu plus. On va aussi suivre la montée en puissance de Jackie Young. Et puis, on prie pour que Chelsea Gray soit à 100% physiquement. Mais attention à cet effectif de Vegas qui a quand même des cartes en main pour revenir sur le devant de la scène. Bah écoute, Tom, t'as tout dit. Hein. Juste, il y a un petit point, pas un point noir, mais un point à noter. C'est le départ des 2 assistants coach principaux de Becky Hammon, Nathalie Nakase et Tyler Marsh, qui sont tous deux partis vers un rôle de head coach. Nakase à Golden State et Marsh à Chicago. Donc ça montre aussi justement la qualité de la formation des Aces et ce staff qui est très très compétent autour de Becky Hammon.
Ouais. Non, Tom, tu as été complet. Il y a l'article aussi, hein. Elliot, il est sorti aujourd'hui, non? Ce Ouais, lundi, ou ouais, c'est tout ça. à fait. La preview qui est très complète, comme toutes les autres, mais celle-là en particulier, de mon point de vue. Donc, vous avez tous les éléments. Et ce que tu as dit, Tom, c'est totalement pertinent. Un peu court-vêtu, et j'en parlais tout à l'heure sur le côté athlétique, il faut être là tous les soirs en WNBA. Si tu as une joueuse des 4 qui se pète, c'est vrai que là, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et non, je vais pas paraphraser tout ce que tu as dit. Donc, moi, tu vois, par contre, je les vois pas nécessairement être dans un top 4, parce que je pense que sur le marathon que peut être la saison, bah, il y aura aussi des moments où il faudra peut-être faire tourner. Et tu vas peut-être devoir lâcher des matchs ou, selon le calendrier, te dire, bon, bah, je sais pas. Mais une saison WNBA complète où tu as un effectif court-vêtu et personne se pète, je l'espère, évidemment, pour elle, mais ça me paraît compliqué. Tu vois. Ouais, faut que les planètes soient alignées. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Faut que le jeu de cartes, ils aient une quinte flush, c'est ça. J'allais faire une vanne sur le poker, mais j'y connais Ouais, rien. quatre as dans la manche. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Pour les bons jeux de mots, vous allez voir les articles preview d'Eliott. Ouais, parce Ouais, que là le titre, c'est le coup de poker. Donc, Elle était presque trop simple. Tu vois, là, tu as été petit bras. Tu vois. mais en vrai, c'est un coup de poker. Enfin, entre guillemets, c'est le dernier changement dans un effectif qui est peut-être une dynastie dans l'histoire de la WNBA. Donc, Ouais, clairement, on est là-dessus. Et là où je faisais ma comparaison, et après je vous rends la main sur les Nuggets, c'est que attention à ne pas sous-estimer une équipe ouais. qui est construite autour d'A.J. Wilson. Parce que même s'il est court-vêtu, cet effectif, le niveau de domination la saison passée d'A.J. Wilson risque potentiellement d'être le même cette saison. Et tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Elle est beaucoup trop forte, trop puissante, trop intelligente, trop dissuasive. Chose intéressante à noter, la saison passée, Jewel Lloyd et Jay Wilson étaient les deux joueuses qui provoquaient le plus de lancers francs. Ouais. Donc ça, c'est aussi un aspect du jeu qui sera à tenir du côté des Aces, cette capacité à agresser l'arceau et à provoquer des fautes. Ouais, carrément. Tant qu'ils n'ont pas Michael Porter Jr. au féminin dans leur effectif, ça devrait aller. On est d'accord. Bon, allez, on enchaîne. Je vais garder un petit peu la main, et on n'a pas abordé cette nouvelle franchise, parce que tout à l'heure on en parlait. Il y a donc maintenant 13 franchises dans la ligue, en attendant d'en avoir encore davantage. Mais on a une 13e franchise, les Valkyries, du côté de San Francisco, là, pour cette saison 2025. Alors, on en avait déjà un petit peu parlé, les gars, l'année dernière, parce qu'on avait eu de la communication qui était sorti ou c'était pendant les playoffs, je ne sais plus, mais en tout cas fin de saison 2024, il y avait eu une petite hype qui était sortie avec des vidéos Twitter, un petit teasing et tout, avec le logo, les couleurs et tout, c'était plutôt sympa. Et là, la franchise est là. Elle est arrivée via une draft d'expansion, c'est quelque chose d'assez rare, hein. Moi, je vous avoue, dans mon histoire autour du sport américain, c'est quelque chose que j'ai pas connu. Alors, il y avait eu Seattle du côté du basket, mais j'étais un peu jeune. Mais donc, c'est toujours quelque chose qui est intéressant à suivre, parce qu'en fait, on part d'une page blanche et il y a vraiment un projet tout nouveau. Alors, on sait très bien que tout ne va pas nécessairement se passer parfaitement pour une année 1, pour une année 2, tout ça, mais je trouve ça assez hypant, assez excitant de voir en fait comment cet effectif qui a été construit donc via cette draft d'expansion va arriver à cliquer ou non, déjà, sachant que quand même, tu as un effectif qui tient la route, hein. Quand tu prends le nom des joueuses individuellement et dans ce qu'elles ont pu déjà apporter dans leurs franchises respectives à l'époque, tu pars pas de rien. Alors, tu pars de rien, mais sans partir de rien. Je ne sais pas si je suis clair, en tout cas, dans mon propos. Il y a un coup qui a quand même été fait dans cette année 1 pour la franchise, c'est la signature de Tiffany Hayes à la Free Agency. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être tout de suite bénéfique pour l'effectif. Tu sais que tu vas pouvoir t'appuyer sur cette joueuse-là, qui sera dans le 5, ça c'est une certitude. Après, pour le reste, il y a déjà des choses qui ressortent, mais je pense que ça va beaucoup moduler. Ça va vraiment être très intéressant à suivre. Alors, on sait aussi quand même qu'il y a de fortes chances que l'équipe se prenne des bonnes valises de temps en temps, que les défaites s'enchaînent parce que tu es sur une année 1. L'effectif vaut ce qu'il vaut, mais comparé à certaines grosses écuries de la WNBA qu'on évoque depuis tout à l'heure et même d'autres qu'on n'a pas abordées, tu as quand même des très grosses cylindrées, donc tu ne pourras pas tous les soirs tenir le choc. Mais en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est vers là que je vais vous emmener, messieurs. C'est ce côté un peu laboratoire
et ce côté expérimental d'une année une. Et je ne sais pas pour vous, Tom et Elliot, dans votre histoire autour du sport, mais moi, je suis vraiment très, très curieux de voir un peu comment ça peut cliquer en termes de construction et d'identité de jeu, mais en termes de construction et d'identité de franchise. Tout à fait. Après, le point intéressant, c'est que ça part pas d'une ville vierge, entre guillemets. C'est vrai. Ça part c'est associé aux Golden State Warriors. Donc, c'est le pendant féminin des Golden State Warriors. Donc, il y a déjà un peu les filles jouent au Chase Center, donc qui est la salle des Warriors. Voilà, il y a un peu une culture basket déjà dans la ville. On sait que l'affluence sur le premier match a été record. Ils ont déjà vendu bon nombre de tickets annuels pour suivre les Valkyries. Donc, aussi, une nouvelle coach, forcément une nouvelle coach, mais je veux dire, cette coach-là est assez intéressante, avec une vision assez moderne du basket. Donc elle était assistante aux Aces, puis elle était aux Clippers aussi avant. Il y a des Françaises, il y a des Belges, il y a des Italiennes, il y a des Espagnols, des Européennes. Très international, ouais. Voilà, parce que c'est aussi souvent les joueuses qui ne sont pas protégées lors des drafts d'expansion, les joueuses européennes. Donc c'est forcément sur ça que s'est appuyé pas Dallas, Golden State pour construire son effectif. Et voilà. Non, ouais, Dallas s'appuie sur Nico Harrison pour construire un effectif. Donc c'est jamais bon. Ouais, non, clairement, pour compléter ça, je vais pas rajouter grand-chose, mais j'ai bien aimé le mot que tu as employé, Elliot, le projet de modernité. On est vraiment là-dessus, en fait, sur une équipe limite internationale. Une jeune coach qui a des idées neuves, ça peut être cool. Et puis, encore une fois, tu pars pas de zéro parce que tu as un cadre et une ville de basket. C'est ça. Tu as déjà, entre guillemets, l'intérêt porté par les joueurs masculins aussi, entre Steph, Draymond, qui se sont déjà vachement impliqués dans le projet. Steve Kerr. Voilà, et Steve Kerr. Donc moi, je suis super hypé. Et là, je vais faire un peu mon geek de mode. Au niveau des tenues, les gars, et au niveau du parquet, visuellement, c'est un espèce de coup de cœur, les Valkyries. Si vous n'avez pas eu l'occasion, allez voir, c'est juste magnifique. Ils nous avaient teasé déjà la DA un petit peu l'année dernière. Bah, on est bien. C'est un joli violet. Mais franchement, j'ai hâte de voir ce que va donner ce projet des Valkyries. Et encore une fois, il va falloir être patient, mais ça peut aller vite, cette histoire. Ouais, de toute façon, ça va être une équipe très fun à regarder. On va pas vraiment regarder les résultats, on va plutôt regarder le jeu. Et dans le jeu, ça va être une équipe qui va proposer un jeu intéressant, à mon avis, assez rapide, dynamique, tir en première intention. Ce sera probablement Julie Van Loo qui va starter à la main. On sait que c'est une meneuse un peu flashy, qui a fait une bonne saison. Elle était rookie entre guillemets l'année dernière, alors qu'elle a déjà 32 ans, mais à Washington. Mais ça va être il y a des profils de joueuses intéressantes. Ouais, et avec une franchise qui n'a aucune pression. Ouais. Sur une année une, on les attend pas en haut du panier. De toute façon, c'est pas l'objectif, donc elles vont pouvoir se développer. Mais c'est une équipe, tu vois, moi, ça m'étonnerait pas que dans les semaines, quand on fera les épisodes, on en parle dans le côté, elles ont fait un gros coup contre une grosse équipe. Tu vois, une adresse folle, l'équipe en face, je sais pas, un peu moins dedans, ça peut arriver évidemment dans une saison. Et c'est pas. Je pense qu'il y a peut-être même des équipes qui sont plus implantées en W déjà NBA, qui seront peut-être moins sympas à regarder que les Valkyries. Ah oui, ça c'est certain. Voilà. Donc voilà. Donc on vous invite très fortement. Ouais, voilà. Washington aussi. Hein. Ouais. Chez les mecs ou chez les filles, c'est particulier. Dernier point, Elliot, que tu voulais aborder. On va te laisser conclure ce premier épisode avec un petit focus sur un coach français. Oui, et oui, c'est un point un peu entre guillemets personnel, puisque j'ai eu l'occasion de pas mal le côtoyer. Donc c'est Rachid Méziane, qui est donc entraîneur français, qui va découvrir la WNBA. En débarquant au Connecticut Sun comme entraîneur principal, hein, je dis bien principal. C'est le premier coach de formation française à entraîner une équipe professionnelle nord-américaine dans n'importe quel sport majeur, on va dire.
Donc c'est une superbe opportunité. Il était sélectionneur de la Belgique aussi, qui a remporté l'Eurobasket 2023. Avec la génération, Julie Van Loo notamment, Emma Messman bien sûr, la génie du basket. Et il était à Villeneuve d'Ascq, donc jusqu'en décembre 2024 là. Et à Villeneuve d'Ascq, il a été champion de France sur sa saison 2023-2024 et vice-championne d'Europe. Les guerrières qui se sont inclinées face au Fenerbahçe de Nafisa Collier notamment. Mais c'est un coach qui n'a jamais pris les rênes de l'équipe de France, mais qui était assistant notamment sous Valérie Garnier et qui a cette patte européenne, si je peux dire quelque chose si je peux dire ça. Et le changement pour lui est radical. Il passe d'un stade de 2 personnes à 11 personnes. Et il a pris d'ailleurs dans son staff des joueuses bien connues du championnat de France. Kristen Mann et Shavonte Zelous, Kristen Mann retraitée, Shavonte Zelous presque retraitée. Et donc Zelous notamment, elle intègre le staff en tant que Player Development Coach. Et Rachid Méziane a aussi ramené 3 joueuses du championnat de France en dehors de Leila Lacan qui va arriver après ses finales avec Basketland. Et donc 3 joueuses du championnat de France. Hailey Peters de Villeneuve d'Ascq, qui l'a coaché là sur le début de saison. Kariata Diaby, qui l'avait la saison passée à Villeneuve et qui est actuellement à Bourges. Et Amy Okonkwo, pareil, à Bourges. Et hier, hier soir, on a appris la signature de Bria Hartley, l'ancienne joueuse de l'équipe de France, la franco-américaine qui avait le titre de naturalisé FIBA avant Gabby Williams et qui a signé un training camp avec Connecticut. Et donc vraiment une patte française et européenne à Connecticut qui voit le départ d'Alyssa Thomas, d'Ewana Bonheur, Breonna Jones, de vraiment l'ossature principale de l'équipe pour reconstruire un tout nouveau cycle. Dijon et Carrington bien sûr. Donc vraiment nouveau cycle, je crois qu'il a signé pour 4 saisons au moins. Donc ça va être intéressant de regarder les premières briques de cette maison qu'il va construire. Tom, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce qu'a dit Elliot autour de l'arrivée de ce coach français du côté du Sun? Bah écoute, Elliot a été très complet. Moi, j'ai toujours eu cette frustration de ne pas voir Rachid prendre le lead de l'équipe de France. Et j'espère que ce sera le cas un jour. Parce que ce qu'il a fait avec cette équipe de Belgique, on en a parlé avant les JO, pendant nos previews, je m'en souviens très bien. On parle quand même d'un vrai puriste de basket. La sélection belge était peut-être comparée, voire même il y avait plus que des comparaisons en fait entre la Belgique et les États-Unis, surtout au niveau de la qualité du jeu proposé. C'est vraiment du beau jeu, donc j'ai hâte de voir comment il va réussir à adapter ça à Connecticut. Après, t'en as très bien parlé, Elliot, l'effectif a été plus que remodelé. Ouais. On va être sur un entre-deux entre une totale reconstruction, mais des bases qui sont quand même assez solides. Donc on va voir comment Rachid va réussir à se dépatouiller là-dedans, dans un contexte beaucoup plus professionnel, un vrai staff, des exigences aussi qui vont être supérieures. Moi, je me fais pas trop de soucis. Il aura le temps de montrer de quoi il est capable. Et puis, encore une fois, quelle plus belle affiche pour le basket français, quoi. Entre les joueuses, un jeune coach qui débarque en tant que head coach d'une franchise NBA, enfin WNBA, pardon. On va se régaler. Non, c'est clair. Donc, on va pouvoir suivre tout ça. On vous a donné là 6 éléments, 6 choses à suivre, mais voilà, il y en a beaucoup d'autres évidemment, mais il fallait faire un choix. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura permis de vous remettre un petit peu dans le bain avant l'inauguration de cette saison 2025 qui a lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Vous avez les affiches peut-être déjà ou pas? Alors, je vous prends un peu à froid là, messieurs. Mais, ouais, je te les trouve tout de suite. Yes. Sachant, rendez-vous compte qu'on vient de faire 50 minutes de podcast de preview sans parler des championnes. C'est un crève-cœur pour moi. Oui, on en parlera suffisamment les autres semaines pour que tu ne nous casses pas la tête avec le Liberty. Donc on a 2 matchs à 1h30
Atlanta qui se déplace à Washington, Minnesota qui se déplace à Dallas, et un match à 4h, Los Angeles qui se déplace au Golden State Valkyries. Et alors, on sait qu'on a des matchs aussi le week-end en général. La WNBA propose des matchs à horaire européen. Je ne sais pas si dès la première semaine, il y en a, les gars. Je te le confirme, il y a un match à 19h et pas n'importe lequel. Un petit Las Vegas-New York à 19h qui va être bien sympa. Et à 21h, un Chicago Fever, si je dis pas de bêtises aussi. Ouais, ça c'est samedi soir. Ouais, c'est ça. Ah oui, bon, très bien. Donc, et c'est ça. Et samedi soir, il n'y a pas de NBA. Ouais, pour avoir ce Las Vegas-New York. Bon, c'est pas mal. Donc, si vous aimez le basket. Et Chicago-Indiana, c'est aussi une affiche avec du contexte autour. Le duel des rookies de l'année dernière, on y retourne. Voilà. C'est sympa. Certainement à voir. Donc, vous avez sur le WNBA League Pass, on vous invite à aller dessus. Il coûte pas très cher comparé à la NBA. Voire il coûte peanuts. Hein. Donc, allez-y, vous avez tous les matchs et les replays. Beansport aussi proposera certainement des matchs durant la saison, mais ça, on vous laissera aller checker de votre côté. En tout cas, Tom et Elliot, je vous remercie pour ce premier épisode. On s'est bien mis dans le bain là, et on va se retrouver la semaine prochaine pour pouvoir se lancer vraiment dans la saison régulière. Et débriefer les quelques premières pistes qu'on aura de réflexion, le premier match de Page, etc. etc. C'est clair. Donc c'est plutôt cool, on vous attend donc dès la semaine prochaine pour ce rendez-vous autour de la WNBA. Vous avez la NBA aussi, le podcast N1 qui se poursuit avec les demi-finales de conférence et la suite des playoffs. Il y a encore pas mal de choses à aborder avec Yannick et toute l'équipe. En tout cas, merci messieurs, merci à vous tous et vous toutes de nous avoir écoutés. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le 2e épisode de N1 autour de la WNBA. Allez, bonne semaine à vous, ciao. Bye bye.